Bonjour à toute la cryptonation, j'espère que vous allez bien. On traverse actuellement une zone de turbulence. On poursuit sur notre tendance baissière pour ce qui est du marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui est donc passé en dessous de la barre symbolique des 10 000 $. Donc là je suis en euros, on est à 7 300 € et nous sommes à 9 127 $ au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que ça aura remonté au moment où cette vidéo sera publiée, ou alors on sera allé chercher les 8000 peut-être. Les 8000 c'est un niveau assez psychologique, donc il ne serait pas surprenant que le prix parvienne à se maintenir au moins pour un moment au-dessus des 8000. Donc ce marché qui est en baisse globalement, Bitcoin qui perd fortement donc sur la semaine 20%, un marché qui au global est en baisse, donc beaucoup de rouge, beaucoup de sang. Seul Ethereum a réussi à un moment prendre de la valeur et maintenant sur 7 jours, bien, en fait, se maintient en stagnation. Donc Reblox devenu Nano qui progresse et Populous qui progresse. Les seules exceptions, on va dire, dans les top 50 des cryptos. Alors, c'est également donc un nouveau plus bas pour ce qui est du pourcentage que représente Bitcoin dans le marché global des crypto-monnaies. Donc Bitcoin a perdu encore plus que les autres et atteint un plus bas historique pour ce qui est de son pourcentage du marché global des crypto-monnaies. La dernière fois que ça avait fait ça, on avait parlé de flippening. Les supporters d'Ethereum, et pas que les supporters d'Ethereum, mais les gens avaient commencé à dire Ethereum va remplacer Bitcoin. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel flippening va sortir. Il y avait eu aussi un flippening Ripple à un moment où les supporters de Ripple voulaient que Ripple remplace les premières crypto-monnaies. Donc sûrement que on va entendre de nouveau des gens nous parler de flippening. Est-ce que le flippening va arriver? Ça sera une autre question. N'oublions pas que la dernière fois qu'on avait parlé de flippening, voilà, Bitcoin était reparti à la hausse et très fortement à la hausse. Mais il est vrai que c'était dans un autre contexte, il y a une autre saison. Donc, en parlant de Bitcoin, les frais de Bitcoin sont également bas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des frais de transaction aussi bas. Donc c'est plutôt agréable en ce moment d'utiliser Bitcoin par rapport à ce que ça avait pu être à certains moments où les frais étaient vraiment devenus prohibitifs. Donc, on n'a pas résolu tous les problèmes de scalabilité avec Bitcoin, hein. Ça n'est pas magiquement disparu comme ça. Donc, certaines personnes vont vous dire que c'était le spam de la blockchain qui s'est arrêté. Bon, voilà, ce qu'on peut dire en tout cas en regardant les données que l'on a, c'est que le nombre de transactions est en baisse, donc logiquement les frais de transaction sont en baisse également. Tout simplement, on a une certaine capacité à remplir, moins il y a de demandes pour remplir cette capacité, plus les frais de transaction vont baisser, plus les mineurs vont être disposés à prendre des transactions porteurs d'un faible frais de transaction. Donc une baisse des transactions qui explique cela, Segwit en partie qui était en augmentation jusqu'à récemment, mais là on est rediminué, l'utilisation des transactions Segwit peut expliquer ça également. Donc si dès aujourd'hui vous utilisez des transactions de Segwit, donc vous devez utiliser un portefeuille qui supporte Segwit, n'hésitez pas à le faire, puisqu'en utilisant les transactions Segwit vers des adresses Segwit, vous allez pouvoir payer moins cher, donc encore moins cher que ce que vous payez donc avec des transactions normales. Et plus de gens vont utiliser les transactions Segwit, plus ça réduira les frais aussi de tout le monde, même des gens qui n'utilisent pas les transactions Segwit. Donc Segwit est en partie responsable, mais c'est vrai que la baisse du nombre de transactions est une autre raison, et la plus importante, c'est que aussi on parle des frais de transaction en dollars, les gens regardent les frais de transaction en dollars. Les frais de transaction ils ne sont pas calculés en dollars, ils sont calculés en Bitcoin à l'origine, en Satoshi par byte. Et par conséquent, quand le prix baisse de Bitcoin, mécaniquement votre prix en dollars va baisser également. Mais il est vrai que le prix en Bitcoin a également baissé, et ça c'est lié au fait que l'on ait moins de transactions, et en partie à une utilisation plus importante de Segwit. Segwit, on en a parlé comme innovation de scalabilité. Et effectivement, une des conséquences de Segwit, c'était permettre d'absorber plus de transactions. C'était une conséquence. Mais Segwit, ça recherchait aussi à résoudre le problème de la malléabilité des transactions. Et permettre ainsi des solutions plus avancées comme Lightning d'être développées. Donc on avait besoin de Segwit pour faciliter le développement de Lightning par exemple.
Donc l'adoption de Segwit va permettre de faire les signatures de Schnorr qui sont sur la feuille de route de Bitcoin, et ces signatures, elles vont permettre cette fois-ci vraiment d'apporter des optimisations qui vont permettre de libérer de l'espace et par conséquent donc de réduire encore un peu plus les frais de transaction en attendant vraiment des solutions de très grande échelle du type Lightning. Dans cet article, il vous explique comment ça fonctionne. Donc il s'agit vraiment encore une fois de gérer les signatures différemment. Les signatures, c'est une partie de la transaction. Ça va également apporter une augmentation de la confidentialité. Vous savez que Bitcoin aujourd'hui n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. En passant, il y a Bitfury, vous avez entendu parler de Bitfury qui a développé un logiciel, il y en avait déjà plein, mais Bitfury s'est lancé sur le marché des logiciels d'analyse de la blockchain, donc notamment au service des autorités, afin de rattacher une identité à toute transaction effectuée sur la blockchain. Donc sur Bitcoin, vos transactions ne sont pas anonymes. Elles sont pseudonymes, mais il est possible de lever ce pseudonymat et d'y rattacher une identité en réalisant des analyses de la blockchain. Donc pour cela, il faut avoir un savoir-faire spécifique et il faut avoir accès aux informations KYC, les échanges. C'est encore mieux. Il est aussi possible de le faire avec les différentes informations que l'on trouve en ligne. Donc des chercheurs avaient par exemple pu rattacher des transactions de Bitcoin à des comptes utilisés sur des forums. Donc ça c'est un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, effectivement, le niveau de vie privée sur Bitcoin aujourd'hui est faible. Il est très faible pour ce qui est de la confidentialité des transactions. C'est-à-dire que c'est suffisant pour que tout le monde ne soit pas au courant des transactions de tout le monde. Mais dans le futur, on peut imaginer que de plus en plus d'acteurs, donc plateformes d'échange, tiers parties en tout genre, différents sites que vous pouvez utiliser, vont pouvoir vraiment être capables de reconstituer tout l'historique, ce qui commence à devenir un peu gênant. C'est-à-dire que la transparence peut être perçue comme un point fort de la blockchain, et la transparence vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des États, peut être un moyen de faciliter son acceptation, de faciliter l'acceptation de Bitcoin. C'est un sujet qui fait débat parce que des gens dans la communauté sont encore quand même très attachés à la vie privée, donc aimeraient bien qu'on rajoute des fonctionnalités de vie privée avancées au sein même de Bitcoin, donc ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voir une confidentialité légèrement plus élevée, au moins, serait un avantage pour éviter qu'on arrive dans une situation où tout le monde puisse rattacher un nom à toutes les transactions sur la blockchain. Quand je dis tout le monde, ce ne serait pas tous les individus, mais tous les services divers et variés qui peuvent exister. On n'a pas forcément envie qu'ils aient tous accès à ces informations. Donc les signatures de Schnorr vont venir rendre légèrement plus compliqué le fait de démasquer les utilisateurs. Donc ça va augmenter la confidentialité par rapport aux transactions que vous pouvez effectuer. Le spam, c'est ces transactions avec des frais qui sont vraiment extrêmement bas, des frais presque ridiculement bas. Pas gratuits, mais presque. Voilà, ça a été nommé du spam parce que certaines personnes pensent qu'effectivement c'était intentionnel pour, là encore, des raisons politiques, pour essayer de faire valoir certaines choses, pour essayer de faire du lobby pour certaines mises à jour pour Bitcoin. Donc, par exemple, Segwit2x. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu certaines concordances, certaines coïncidences au niveau de certaines dates importantes, au niveau de Segwit2x, et du nombre de transactions effectuées avec ces faibles frais de transaction. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment du spam ou non, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les signatures de Schnorr devraient permettre également de limiter ce spam de la blockchain. Une autre nouvelle, donc c'était la nouvelle de Tether, donc je vais vous dire rapidement dans le temps qu'il me reste qu'est-ce que je pense de Tether. C'est pas la première fois que j'en parle de Tether. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc Tether, c'est cette crypto-monnaie qui en fait n'en est pas une, c'est un jeton émis sur la blockchain Bitcoin, mais bon ça c'est un détail, c'est un jeton qui représente $1. Sauf que ce n'est pas $1, c'est un jeton qui représente $1. C'est l'entreprise Tether qui nous assure que un jeton va représenter $1 parce qu'elle est censée avoir en réserve un nombre équivalent de dollars au nombre de tous les jetons qu'elle a mis en circulation. D'accord ? Donc c'est comme si, voilà, quelqu'un décidait d'émettre
des tickets qui vous donnent droit à 1 dollar. Il faudrait que cette entreprise elle ait en réserve tous les dollars et elle peut distribuer des tickets correspondants. Et quand vous revenez avec votre ticket, elle vous donne le dollar qu'elle a gardé en réserve pour vous. Évidemment, avec des tickets, ça n'aurait aucun intérêt et ça serait très dur à sécuriser. Mais avec une blockchain, normalement, c'est faisable, puisque la contrefaçon, elle n'est pas possible. Par contre, effectivement, là où il y a interrogation, c'est est-ce que Tether a bien tout en réserve? Est-ce qu'ils ont bien ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont bien tous ces dollars USD qui correspondent à tous ces jetons USDT qu'ils ont émis? Donc cette question-là, elle reste sans réponse et pour l'instant, on ne peut pas donner une réponse ferme à cette question. Pas d'audit externe pour le moment, ils ont publié un mémo interne mais ça n'a pas de valeur d'audit, donc on attend d'avoir un vrai audit par une partie tierce. À partir de ce moment-là, on ne peut pas faire pleinement confiance à Tether. Il n'est pas non plus utile de semer la panique parce que nous ne pouvons pas être sûrs et nous n'avons pas d'éléments qui permettent de dire aujourd'hui que Tether a distribué des USDT qui ne sont supportés par rien. D'accord ? Il est impossible de l'affirmer, mais nous n'avons pas des preuves suffisantes pour, à mon avis, qu'on leur donne notre confiance. Donc, il faut qu'ils nous donnent ces preuves qui vont nous permettre de faire confiance à Tether, puisque c'est pas un système blockchain où on n'a pas besoin de la confiance. C'est un système où on a besoin de la confiance, parce que tout repose sur l'entreprise. Par conséquent, il faut un audit. Il faut un audit qui soit effectué par une troisième partie. Ils avaient commencé une procédure d'audit, mais ils ont rompu leur relation avec leur auditeur. Donc ça, c'est pas très bon signe. Mais quoi qu'il en soit, du coup, il faut qu'ils reprennent rapidement leur travail avec un nouveau auditeur et qu'ils apportent les résultats assez rapidement de leur audit. Et ainsi, ça mettra fin à toutes les spéculations. Donc ils ont tout intérêt à le faire si ils ont bien en réserve leurs USD. Donc Bloomberg avait diffusé cette nouvelle qui disait que l'autorité de régulation américaine, la CFTC, avait assigné à comparaître Tether et Bitfinex. En réalité, c'est une nouvelle ancienne, puisque ça s'est passé en décembre, ça s'est passé début décembre. Donc le timing de Bloomberg est un peu bizarre, un peu suspect, mais voilà, c'est de l'histoire ancienne, c'est du réchauffé. Mais en tout cas, le régulateur américain est en train de s'intéresser également au sujet. Donc encore une fois, Tether n'est pas dans la juridiction américaine, donc leur pouvoir est limité. Mais n'oublions pas que quand il s'agit des États-Unis, ils peuvent néanmoins mener des actions en dehors de leur territoire s'il y a des intérêts américains. Donc même si Bitfinex a arrêté d'accepter des clients américains, il ne serait pas étonnant que les États-Unis mènent des actions complémentaires. On peut regarder ce qu'il en est et comment évolue tout ça, mais il est vrai que Tether représente un risque pour les cryptos. C'est un risque puisque si jamais effectivement ils n'ont pas tous ces dollars en réserve, on est donc dans une situation de réserve fractionnée où le prix de Bitcoin a pu être gonflé artificiellement en utilisant des USDT. Quelles conséquences ça va avoir? Probablement pas l'apocalypse que dont beaucoup de gens parlent. Donc, beaucoup de gens parlent de l'apocalypse, disent que voilà, ce serait un Bitcoin à 500 $. C'est probablement un peu exagéré. Ça va forcément donner effectivement une mauvaise image, ça va forcément générer un mouvement de panique. Donc c'est pas forcément quelque chose qui sera positif pour le prix de Bitcoin. Aujourd'hui, néanmoins, on est quand même dans une situation où on est un peu plus décentralisé. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Coinbase, Kraken, Kraken, il y a en réalité de l'USDT, mais il y a beaucoup d'échanges où vous avez du vrai USD et pas de l'USDT. Donc ces échanges-là, normalement, ne devraient pas être trop affectés. Alors que par exemple, au temps de Mt. Gox, c'était vraiment un échange qui représentait une part extrêmement importante. C'était un échange quasiment en situation de monopole. Et donc les effets de la chute de Mt. Gox avaient été dévastateurs. Donc nous ne sommes pas exactement aujourd'hui dans la même situation, mais clairement une chute de Tether ne serait pas quelque chose de très positif
pour les crypto-monnaies. Donc voilà pour ce qui est des news de cette semaine. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.